l'Assemblée va entendre une déclaration de son Excellence Dick Schoof, Premier ministre du Royaume des Pays-Bas. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Mr. President, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, je suis devant vous aujourd'hui comme un nouveau participant à ce qui pour vous est une manifestation que vous ne connaissez que trop bien. Ces mots ne décrivent pas seulement mon propre rôle, mais parlent même de ce que sont véritablement les Nations Unies. Pour certains, pour beaucoup, pour la plupart d'entre nous, notre présence ici n'est que temporaire. D'autres sont là plus longtemps, d'autres moins. Mais pour tous, notre temps est défini par le moment et l'époque dans laquelle nous vivons. Une fois de plus, nous incarnons cette longue tradition. Une fois de plus, nous nous réunissons pour travailler à la réalisation des objectifs dont l'ampleur et la taille dépassent notre temps ici. Une fois de plus, ici, nous essayons tous de maintenir le cap. Et lorsque notre temps sur cette terre sera passé, eh bien, nous transmettrons le témoin à la prochaine génération. Cela ne veut pas dire que notre cap est toujours clair et ne doit jamais être changé. Au contraire, notre monde est en train de changer rapidement et malheureusement, parfois pas pour le mieux. La guerre et le conflit dans tant de pays du monde, les changements climatiques dont les effets sont de plus en plus clairs tous les jours et les cybermenaces que nous n'aurions pas pu imaginer il y a de ça quelques années. Et c'est ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, anticiper un avenir inconnu. Et je me dois d'ajouter que bien que les défis de notre temps sont peut-être nouveaux, eh bien mon message, lui, ne le sera pas. C'était clair pour les Romains il y a plus de 2000 ans, lorsque Cicéron a écrit « Il incombe à chaque homme d'État d'anticiper l'avenir, de découvrir quelque temps à l'avance ce qui pourrait se passer, que ce soit pour le bien ou pour le mal, et de n'avoir jamais à dire que je n'y avais pas pensé. » Alors bien sûr, prédire l'avenir n'est pas facile, et je ne pense pas que c'est ce que Cicéron voulait dire. Je pense qu'il nous appelait tout simplement à prendre nos responsabilités, une responsabilité qui va bien au-delà des scénarios que nous voulons imaginer, au-delà de nos frontières nationales, et par-dessus tout, au-delà des solutions long terme. Cela peut paraître impossible, mais ici, et plus qu'ailleurs, et je pense que nous ne le savons que trop bien ce que ça veut dire ici. L'histoire des Nations Unies a prouvé une fois, et en fait à de multiples reprises, que ce que nous pouvons faire ensemble, si nous joignons nos forces, si nous unissons nos forces et nous persévérons. Sans les Nations Unies, il n'y aurait pas d'accord sur le climat, il n'y aurait pas de traité de désarmement, pas d'objectifs de développement, pas de tribunaux internationaux. Et nous avons parcouru un long chemin, nous avons encore beaucoup de chemin à faire en trouvant dans ce monde imprévisible, en puisant des forces dans la stabilité, en revenant à ce qui est le fondement des Nations Unies, à savoir un sentiment partagé de responsabilité. Pour préserver ce socle, nous devons renforcer nos partenariats. Par exemple, en faisant progresser la réforme difficile, le débat difficile sur la réforme. Et vous ne serez pas surpris de m'entendre dire que le Conseil de sécurité des Nations Unies ne reflète plus les réalités du XXIe siècle, que ces sièges devraient être mieux répartis géographiquement pour préserver la légitimité des Nations Unies, pour préserver leur force et leur vitalité, pour que enfin les pays africains soient représentés en tant que membres permanents. C'est une mission qui nous incombe à tous et le Royaume des Pays-Bas appuiera les propositions qui rendront ce genre de réforme possible. Dans d'autres domaines également, nous devons nous adapter beaucoup plus vite à la réalité, à une nouvelle réalité, parce que la guerre et la paix, bien que celle-ci soit vieille comme la toux, la manière dont nous les menons, elle ne cesse de changer. Et les mots que nous avons utilisés depuis le début, l'aube de l'humanité, ne sont plus suffisants. Des mots comme guerre et paix. Tout le monde sait ce que ces mots veulent dire. Mais le monde n'est plus ni noir ni blanc. Ces dernières années, nous sommes confrontés à quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre. De plus en plus en pays, on met sur place des programmes cybernétiques agressifs. Ceci constitue une menace croissante pour nos infrastructures clés, pour notre sécurité, pour notre capacité à collecter des recettes, pour nos droits de propriété intellectuelle. Et
ces difficultés sont de taille, elles nous obligent à nous préparer, à préparer l'avenir. Et on ne peut pas, il n'est pas facile de prévoir l'avenir, mais nous pouvons essayer de l'anticiper. C'est exactement ce que nous faisons. Avec le pacte pour l'avenir, nous avons franchi de grands pas en ce sens, dans la bonne direction, je crois, de la réforme de l'architecture financière internationale, à la lutte pour la cybersécurité, pour la sécurité dans l'espace extra-atmosphérique. Nous, je crois, pouvons, c'est clair, attribuer ces succès à notre volonté commune de travailler à l'amélioration, à l'avènement d'une vie plus sûre et plus juste pour tout le monde, pour les peuples d'aujourd'hui et les générations qui nous suivront. Je suis fier que la déclaration sur les générations futures, un outil clé pour atteindre ces objectifs, qui a été co-facilité, dans la négociation a été co-facilité par la Jamaïque et le Royaume des Pays-Bas. Ce genre de collaboration internationale large, et c'est ça les Nations Unies. Et pour chaque question que nous réglons ensemble, eh bien, nous accroissons notre efficacité. Et il suffit de prendre la question des changements climatiques pour s'en rendre compte. Il y a tant de pays qui continuent de penser que cette question ne les affecte pas parce qu'ils ont été épargnés jusqu'à présent des effets directs de celle-ci. Mais ceci est une illusion. Des inondations à la sécheresse, les effets des changements climatiques touchent toutes les populations du monde. Et cela comprend des parties du Royaume des Pays-Bas, et pas seulement, et bien sûr et surtout les pays insulaires, les petits États insulaires en développement, et des pays dans lesquels l'augmentation du niveau de la mer n'est plus une menace à venir, mais une réalité. Et ce qui est plus important, c'est que tous les problèmes causés par les changements climatiques s'amplifient les uns les autres. Le changement climatique ne se limite pas aux pays qui sont directement affectés. En vérité, chaque pays est directement touché par celui-ci. Et c'est là que réside la clé de notre approche, à savoir la coopération. Bien sûr, cela veut dire de s'engager aux objectifs en matière de climat de l'accord de Paris, en faveur des objectifs de développement durable et des mesures que nous arrêterons lors de la 29e conférence des parties. Mais cela veut dire également que nous devons utiliser nos connaissances, notre savoir-faire. Les Pays-Bas ont une longue histoire et une longue expérience dans la gestion de l'eau. Aujourd'hui, nous utilisons cette expérience de par le monde. Nous contribuons par nos compétences au renforcement de la sécurité alimentaire et nous relevons d'autres défis au moment où ils apparaissent. Et en même temps, nous sommes confrontés à des questions qui exigeront toujours notre attention, des questions qui sont aussi vieilles que les Nations Unies. Protéger les droits de l'homme, défendre la démocratie, promouvoir l'ordre juridique international. Il y a tant de pays où ces valeurs sont menacées. Au Venezuela, par exemple, les populations exigent que leur voix soit entendue. Et moi, je leur dis, nous vous entendons. Nous entendons l'appel que vous lancez pour une véritable transition démocratique. Et aujourd'hui, depuis cette tribune, je vous exhorte, mesdames et messieurs, à ne pas oublier ces voix. Et ce n'est qu'un exemple. Il y a tant de pays de par le monde qui se sentent oubliés, qui se demandent pourquoi le monde ne fait pas attention, ne se préoccupe pas de leur souffrance. Cette réalité, leur réalité au quotidien, c'est une réalité faite de guerre, de faim et de pauvreté. Prenez le Soudan, 25 millions de pays souffrent de la famine. On ne peut pas fermer les yeux là-dessus. On ne peut pas tourner la tête et regarder de l'autre côté. Nous avons pour devoir d'écouter et d'agir. Un petit peu plus tôt cette année, le Royaume des Pays-Bas a mis à disposition 10 millions d'euros supplémentaires et apporter sa contribution à la réponse à la crise au Soudan et aux pays de la région à 80 millions d'euros. Mais comme nous savons, ce n'est qu'une goutte dans l'océan. Je pourrais passer en revue une longue liste de pays qui ont besoin de notre soutien et de notre aide. Je pourrais essayer de décrire leurs souffrances, mais je ne ferai pas justice à celle-ci. Vous le savez, comme moi d'ailleurs, que les lieux où la guerre et le conflit font rage sont nombreuses. En Europe, depuis longtemps, nous pensions que nous ne devions pas nous inquiéter des droits humains, de la paix et de la sécurité. Nous pensions qu'elles allaient de soi, mais nous nous trompions. Et à quel point certains d'entre vous sont encore sans doute en train de penser « Ah non, pas encore l'Ukraine ». Mais nous devons nous mobiliser, nous saisir de la situation, parce que les victimes de la guerre russe ne se limitent pas aux Ukrainiens seulement. Cette guerre nous touche tous. Et les populations des pays vulnérables le savent trop bien. Depuis les chaînes d'approvisionnement mondiales ont été utilisées comme arme de guerre. Depuis, des millions de personnes sont retombées dans la faim et dans la pauvreté. Elles aussi sont les victimes de la Russie. Et à ceux qui doutent encore, je dirais que ce n'est pas seulement une guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est une guerre d'agression contre tout ce que les Nations Unies défendent. La Charte des Nations Unies, la base de notre partenariat, est très claire sur la question. Aucun État ne pourra utiliser la force contre l'intégrité territoriale de notre État. Et bien qu'il incombe à l'Ukraine de déterminer les conditions d'une paix juste et durable, nous ne pouvons pas laisser la responsabilité d'obtenir cela dans la pratique à ce seul pays. L'Ukraine mérite notre aide et notre soutien
tout au long de ce processus. Cela veut dire, cela suppose d'arranger, d'organiser, de participer à un nouveau dialogue pour trouver une voie vers la paix. Cela suppose de remettre en question l'action des pays qui appuient la Russie, qui soutiennent son industrie de la défense et qui l'aident à éviter le régime de sanctions. Et cela veut dire également qu'on doit demander à la Russie de rendre des comptes. Il ne peut pas y avoir d'impunité pour les violations flagrantes de la charte. Les Pays-Bas entendent rétablir la justice, rendre la justice à l'Ukraine. C'est un processus qui supposera beaucoup d'énergie. C'est quelque chose dont nous disposons en abondance. Nous avons le temps, la patience et les ressources. Par exemple, il y a la Cour internationale de justice, il y a la Cour pénale internationale, deux piliers de la responsabilité qui sont dans ma propre ville, La Haye, une ville internationale de paix et de justice. Et je n'ai pas besoin de vous dire à quel point ces institutions... à quel point il est important pour ces institutions de pouvoir faire leur travail librement et indépendamment. Et ça aussi, c'est une responsabilité collective qui nous incombe. Mais puisque l'on parle de responsabilité collective, il est injuste que notre conflit de taille qui demande notre attention, il y en a malheureusement un de plus. Une année s'est écoulée depuis le 7 octobre. Une année s'est écoulée depuis que l'organisation terroriste Hamas a commis des atrocités et la guerre a éclaté à Gaza. La souffrance depuis a été terrible. Trop de vies innocentes ont été perdues. Des personnes ont été kidnappés, ont été blessés, trop de personnes ont été obligées de fuir et beaucoup ont perdu des êtres chers et leur maison. Ces derniers jours, il y a eu un nombre conséquent de victimes civiles au Liban. Un nombre innombrable de personnes dans la région pourraient connaître le même sort si la violence se poursuit. Nous ne pouvons pas permettre que ceci se poursuive. Une guerre régionale doit être empêchée à tout prix, comme une nouvelle attaque de la part d'Israël. Ceci commence par soutenir les initiatives diplomatiques internationales comme la proposition des États-Unis et de la France pour qu'un cessez-le-feu temporaire soit mis en place. Une proposition qui est soutenue par de nombreux pays, y compris dans la région. Nous appelons Israël et le Liban à appuyer ce plan, à donner à la diplomatie une chance. Nous savons que lorsqu'il s'agit d'Israël et de Gaza, les personnes reviennent toujours à leur position de longue date et des générations entières sont pleines de méfiance, de peur et même de haine vis-à-vis de l'autre camp. Mais nous devons adopter une vision plus sur le long terme. Nous devons voir qu'il n'y a pas de gagnant dans cette guerre. Et toute suggestion visant à dire qu'il pourrait y avoir un gagnant d'un côté, au final, ne débouchera que sur une perte des deux côtés. C'est la raison pour laquelle le leadership et le courage politique sont nécessaires aujourd'hui plus que jamais, des deux côtés, pour mettre un terme au cycle de la violence et pour les aider à voir les autres tels qu'ils le sont. Des gens qui cherchent tout simplement un endroit où se réfugier pour vivre dans la paix. Un endroit où ils pourront vivre ensemble plutôt qu'à couteau tiré les uns avec les autres. Les premières étapes à franchir sont évidentes. Un cessez-le-feu immédiat, la libération inconditionnelle et immédiate de tous les otages, une aide à large échelle rapide pour le peuple de Gaza, et toutes les parties doivent respecter le droit international. Je sais que ça peut paraître facile et je sais que le fait de simplement vouloir quelque chose n'est pas la même chose que de réussir à l'obtenir. Mais comme Nelson Mandela l'a dit, cela semble toujours impossible jusqu'à ce que quelque chose ait été fait. Mesdames et messieurs, notre histoire nous a prouvé que c'est possible. Nous avons parcouru un long chemin. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Mais le chemin que nous avons parcouru peut également nous montrer le chemin à parcourir. Tant que nous nous en tenons à ce que nous croyons, à savoir nos valeurs partagées, le cap que nous avons fixé ensemble et par-dessus tout notre habilité à persévérer. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée, je voudrais remercier le Premier ministre du Royaume du Pays-Bas pour sa déclaration.